Aurélie Windels et moi-même allons vous présenter un peu cet ouvrage, en l'absence effectivement de Karine Fouteau et de Serge Guichard, mais en fait nous avons voilà, eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter ce livre dans des configurations différentes. C'est d'ailleurs un des intérêts pour nous, c'est de se rendre compte que, à la différence peut-être d'autres livres, en tout cas pour ma part, que j'ai pu publier, il y a une sorte de postérité publique plus longue, non pas du côté des médias, mais du côté des publics qui ont envie qu'on discute de ces questions. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question Rome est une question qui intéresse les gens. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que, par exemple, les éditeurs sont parfois réticents à l'idée qu'on publie sur ce sujet. Pourtant, le livre se vend bien, ce qui est une bonne chose politiquement, parce que ça veut dire que les éditeurs peuvent y trouver leur intérêt. Et deuxièmement, on s'aperçoit que depuis maintenant le mois de février que le livre a été publié, nous avons l'occasion d'en parler dans différents endroits, un peu partout en France, mais aussi à l'étranger, peut-être en moyenne une fois par semaine. Donc c'est inhabituel, en tout cas dans mon expérience, et ça dit quelque chose sur le fait que la question Rome, qui est relativement invisible dans l'espace public aujourd'hui, elle continue de travailler la société française comme un enjeu majeur. Alors, la caractéristique première de ce livre, effectivement, c'est qu'il est écrit à plusieurs, à quatre, et aussi que je suis le seul des quatre à être universitaire et à écrire dans une logique universitaire. Ça correspondait à une volonté, à savoir, nous considérions qu'il y avait un intérêt à croiser ces perspectives différentes de journalistes, de militants et de sociologues, puisque Aurélie, comme Karine, est journaliste, parce qu'il s'agissait de traiter de quelque chose qui, pour l'instant, n'est guère compris, nous semblait-il. Bien sûr, il y a beaucoup de gens en France, enfin un certain nombre de gens qui sont des spécialistes des populations roms, des spécialistes très compétents, des tziganes, des roms, mais en fait la question qui nous intéressait, c'était pas les roms, c'était la question rom. Autrement dit, aucun d'entre nous, quatre, ne revendique d'être un ou une spécialiste des populations roms. Ça n'est pas une condition nécessaire, à notre avis, pour parler de la question Rome, et c'est parfois même un obstacle. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir l'impression que ce qui se passe en ce moment est lié à la culture des Roms. Or, en fait, c'est cela même que nous essayons de critiquer. Nous essayons de suggérer que les arguments qu'on entend constamment sur la culture des Roms, eh bien, ils participent d'une politique que nous appelons une politique de la race. Alors, je sais bien, en utilisant ce terme, comme nous le faisons dès le sous-titre, une politique municipale de la race, que probablement nous mettons tout le monde mal à l'aise. Et nous revendiquons le fait que ce malaise, il est souhaitable. Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit culture, on a l'impression que ça n'est pas un problème. En réalité, sous le terme culture, ce qui se joue, c'est pas la culture. Par exemple, ce qu'on nous explique, c'est que les Roms, ils sont différents de nous, qu'il y a, comme le disait le Premier ministre lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur, des cultures qui seraient en confrontation. Eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On nous explique souvent, par exemple, que les Roms seraient nomades. Or, ce n'est pas vrai. Dans leur très grande majorité, les populations roms ne sont pas nomades. Elles vivent aujourd'hui en France le plus souvent dans des bidonvilles ou bien dans des squats, puisque c'est d'eux qu'on parle. On parle non pas des Roms en général, mais de ceux-là qui sont désignés par leur habitat, par le fait de vivre donc en bidonville ou en squat. Ils viennent le plus souvent aujourd'hui de Roumanie, de Bulgarie, et ils viennent de villages. C'est-à-dire qu'ils avaient un ancrage dans ces pays. Donc ce sont des migrants, ce ne sont pas des nomades. Donc pour autant qu'ils se déplacent, ils se déplacent comme tous les migrants, dans une logique qui n'a rien à voir avec le nomadisme. Alors pourquoi a-t-on l'impression qu'ils sont nomades ? Eh bien parce qu'on ne leur permet pas de s'installer. On ne leur permet pas de s'installer, donc ce sont des bidonvilles dont ils sont chassés à raison de plus d'une fois par an en moyenne. L'année dernière, il y a eu en France plus d'expulsions de leur bidonville de Roms qu'il n'y a de Roms en France. Autrement dit, on les chasse plus d'une fois par an.
Et effectivement, lorsque on parle avec des gens qui vivent en bidonville, ils ont souvent une très longue histoire à raconter, une histoire qui fait que depuis 5 ans, ils ont parfois été expulsés 7-8 fois ou plus, et quand c'est sur 10 ans, c'est encore bien davantage. Donc leur nomadisme supposé, c'est en fait un nomadisme d'État, c'est-à-dire c'est l'État qui les chasse d'un endroit à l'autre pour constater ensuite que ces gens-là vivent différemment. Donc, vous le comprenez, nous ne partons pas de la culture. Mais en revanche, nous nous intéressons à ce qu'on fait avec l'homoculture, c'est-à-dire comment on enferme des gens dans une catégorie différente. Et c'est pour cela que nous parlons de politique de la race. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, la race, ça n'existe pas. Bien sûr, ça n'est pas une réalité biologique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, et c'est la définition que nous proposons, la race, ça sert à légitimer le fait de traiter des gens de manière radicalement différente. Plus précisément, la définition que nous donnons, c'est que la race, c'est ce qui autorise à traiter des êtres humains de manière inhumaine, sans pour autant se sentir soi-même inhumain. Vous le voyez, aucune biologie là-dedans, mais simplement un principe politique. Nous définissons la race non pas par les personnes qui sont censées être différentes, mais par le traitement différent qui leur est imposé, c'est-à-dire par le fait qu'on les renvoie dans une altérité complète. Alors ça veut dire quoi en pratique? Eh bien ça veut dire que par exemple, parce qu'on ne veut pas que s'installent des populations roms dans tel ou tel endroit, eh bien très souvent on va refuser, c'est là le rôle des pouvoirs publics, on va refuser de ramasser les ordures. Et si on refuse de ramasser les ordures, ce qui est souvent le cas, alors même que c'est une obligation, eh bien le résultat c'est l'amoncellement des ordures. Et une fois que les ordures s'amoncellent, eh bien on peut dénoncer le fait que vraiment ces gens sont sales. Il y aura des tracts, comme nous le rappelons dans l'ouvrage, dans l'Essonne, disant non seulement qu'il y a des rats dans ces campements, dans ces bidonvilles, mais que, en fait, les Roms seraient comme des rats. Ce vocabulaire animalier, qu'on retrouve très souvent, évidemment, il renvoie très littéralement au racisme sous ses formes les plus classiques, les plus familières, hélas. Donc, on produit une différence, puisque après, on peut simplement constater que vraiment, nous, on n'aimerait pas vivre dans ces conditions-là. Et donc, si eux, ils vivent dans ces conditions-là, c'est bien qu'ils ne sont pas comme nous. On voit le résultat, mais on oublie le processus. De la même manière, on refuse le plus souvent d'installer des toilettes sèches. Et lorsqu'il n'y a pas de toilettes sèches, qu'est-ce qu'on constate ensuite? C'est qu'il y a des excréments. Et à partir de là, on condamne très souvent ces populations qui ne vivent vraiment pas comme nous, parce que nous, on ne ferait pas ça. Comme nous le disait une dame lors de nos enquêtes, eux, ils ne crottent pas comme nous. Eh bien, ce qu'elle disait là, c'est l'effet d'une politique. C'est-à-dire qu'on finit par croire qu'ils sont d'une nature différente, puisque ce serait impensable pour nous de vivre de cette manière-là. Donc c'est cela que nous essayons d'analyser, et on pourrait multiplier les exemples, en particulier pour la scolarisation. Le fait que, contrairement aux obligations légales, un grand nombre de municipalités refusent d'inscrire des enfants roms à l'école, eh bien, évidemment, ça contribue à produire une différence, parce que ces enfants auront davantage de mal si, par chance, un peu plus tard, ils arrivent à s'inscrire à l'école, ou bien en matière de maîtrise de la langue française. Donc on produit toute cette différence pour ensuite la déplorer. Alors ça, on le constate avec toutes sortes de témoignages, comme par exemple ce que raconte Serge Guichard, le fait qu'à Évry, sur la place des droits de l'homme, bien nommée, une manifestation est organisée pour protester contre le traitement réservé à ces populations en plein été, et il fait très chaud, et il y a des fontaines au milieu de la place.
les enfants vont jouer dans l'eau, comme c'est souvent le cas l'été sur ce genre de place. Eh bien, on l'autorise pour les enfants qui ne sont pas roms, mais on l'interdit pour les enfants qui sont roms, en disant ce sont des manifestants. Eh bien, un tel traitement, c'est un exemple, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup d'autres. Chacun sait bien que normalement, on ne traite pas comme ça les enfants, que la police n'empêche pas des enfants de jouer avec l'eau, par exemple, qu'elle ne va pas les arrêter quand ils vont chercher de l'eau, ou bien qu'elle ne va pas donner des amendes qui vont être parfois de plus de 100 € pour quelqu'un qui se déplace en vélo. Et évidemment, comme vous le savez peut-être, si vous vous déplacez en vélo ou autre et que vous avez une amende, si vous n'avez pas de domicile que vous pouvez prouver, eh bien, on risque de vous saisir ce vélo. Donc, tous ces traitements, je vous donne ces quelques exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres, eh bien, tous ces traitements, ils visent à renvoyer dans une altérité radicale des populations qui ne sont pas si différentes puisqu'elles sont d'abord définies par le fait qu'elles sont pauvres et qu'elles sont migrantes. Alors, cette politique, elle a des effets sur les Roms, mais elle a des effets aussi sur le voisinage. C'est-à-dire que, et Aurélie, je pense, va y revenir très bientôt, le titre de notre livre, c'est Roms et riverains. Pourquoi? Parce que la catégorie politique du riverain, elle nous a paru très importante aujourd'hui. Mais comment on produit des riverains politiquement? Bien sûr, il y a toujours eu des voisins. Mais comment on produit des riverains, c'est-à-dire cette figure du peuple qui a été d'abord proposée par Nicolas Sarkozy au début des années 2000 pour justifier la loi de sécurité intérieure et en particulier disons les mesures prises contre les prostituées étrangères qui étaient censées déranger les riverains. Eh bien, cette figure du peuple, elle joue aujourd'hui un rôle très important pour les opposés aux Roms. Et donc, encore une fois, Aurélie va y revenir. Mais je voudrais juste en dire un point. Ce qui est frappant, c'est que s'il y a des voisins qu'on appellera riverains qui sont exaspérés par les Roms, c'est parce que ce qu'ils voient, c'est les conséquences de l'action publique. Ils voient de la saleté. Et effectivement, elle est là. Simplement, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient des Roms ou est-ce qu'elle vient du traitement réservé aux Roms? Donc, il nous semble que l'enjeu de notre travail, c'est d'essayer de montrer comment on produit une réalité, une question Rome à laquelle ensuite on prétend répondre. Alors cette politique de la race, qu'est-ce que ça veut dire, sachant que nous sommes dans un pays, comme vous le savez, où la race, ça n'existe pas. Et en plus, nous sommes en Europe, où non seulement la race, ça n'existe pas parce que c'est contraire au principe, mais on peut même considérer que l'Union européenne s'est construite contre l'héritage du nazisme, c'est-à-dire contre les politiques de la race. Alors si nous regardons du côté français, d'abord, on s'aperçoit qu'effectivement, on est en train aujourd'hui de proposer d'enlever le mot race du droit, comme si les politiques de la race avaient besoin du mot race. Or, ce que nous voyons bien au contraire, ce que nous venons d'essayer de présenter, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin du mot race. Il suffit d'enfermer les gens dans une différence radicale. Donc, est-ce qu'on lutte contre le racisme en supprimant le mot race? Il se trouve que, quoi qu'on en pense, la coïncidence entre la politique de la race mise en place autour des Roms et la proposition de supprimer le terme du droit fait réfléchir. En même temps, en Europe, qu'est-ce qu'on a vu? En 2010, vous vous en souvenez peut-être, la commissaire européenne aux droits de l'homme, Viviane Reding, avait protesté vigoureusement contre une circulaire du gouvernement Sarkozy qui visait spécifiquement les populations roms. C'était pendant l'été 2010, c'est-à-dire l'été du discours de Grenoble. Et la France s'était défendue d'avoir une politique de la race. Néanmoins, une circulaire était apparue qui révélait que c'était effectivement le cas, alors même que la catégorie Rome n'a aucune existence pour le droit français. Eh bien, Viviane Reding avait expliqué « J'avais quand même espéré
après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne reverrait plus une population ciblée sur un critère ethnique ou racial. Et vous vous en souvenez peut-être, ce sont ces propos qui ont fait scandale. Autrement dit, ce qui a fait scandale, ça n'était pas la politique qui était menée, c'était le fait qu'on ose dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, normalement, on n'aurait pas dû revoir ça. Autrement dit, on lui reprochait de confondre tout, de confondre une grande démocratie comme la France et un régime totalitaire comme celui du nazisme. C'est là qu'il y a un tournant, c'est-à-dire que la vraie question, c'est quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est la politique qui est menée, ou bien est-ce que le problème, c'est le fait qu'on la dénonce? Et peut-être l'avez-vous remarqué, mais depuis lors, l'Europe a reculé en 2010, on ne l'entend plus. Vous n'entendez plus aujourd'hui l'Union européenne protester contre la politique qui est menée en France et qui pourtant continue de plus belle. Alors, d'un côté, donc, le droit ne semble guère protégé, ni les principes européens. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, en fait, si vous vous rappelez, toujours en 2010, à l'époque, c'était une question qui était perçue comme politique. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'un côté Nicolas Sarkozy et son gouvernement, et de l'autre, il y avait une opposition qui contestait cette politique. La première phrase de notre livre, nous citons Manuel Valls, qui à l'époque disait « On désigne des populations à la vindicte ». Donc il critiquait Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il fait dès l'arrivée au pouvoir de François Hollande? Il mène très exactement la même politique, mais il va plus loin en reprenant le terme de vocation cher à Nicolas Sarkozy et qui avait été repris aussi bien par Brice Hortefeux que par Éric Besson. Eh bien, il dit que les Roms ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Et lorsqu'il fait cela, comme vous le savez, le MRAP le poursuit en justice. Et comme vous le savez, la Cour de justice de la République décide qu'il n'y a pas de problème puisqu'il ne fait qu'exprimer la politique de la France. Autrement dit, ça ne peut pas être raciste puisque c'est la politique de la France. Le fait que ce soit d'autres politiques qui l'absolvent de cette manière est significatif. Mais comme vous le savez aussi, sans doute, il y a une deuxième plainte aujourd'hui qui a été lancée par la Voix des Roms. Et de manière tout à fait remarquable, on a appris cette information au moment même où Manuel Valls devenait Premier ministre. Cette plainte, elle n'est pas censée passer devant la Cour de justice de la République, mais devant un tribunal. Pourquoi? Parce que les termes ont été changés, et en particulier l'argument de l'avocat, c'est qu'il ne s'agit pas d'une plainte qui viserait la politique de la France, mais le discours du Premier ministre, et qui va bien au-delà de ce que dit la politique de la France. Autrement dit, il dit des choses qui ne se résument pas à la politique menée par la France. On peut discuter cet argument, mais ce qui est très frappant, c'est que les médias se sont abstenus de transmettre cette information. Lorsque la plainte a été rendue publique, il n'y a pas eu de dépêche AFP. Or, vous l'avez peut-être vu aussi, il y a quelques jours, il y a eu une dépêche AFP pour dire que le tribunal serait incompétent. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est juste l'opinion du procureur. Mais si vous lisez le titre de la dépêche, vous avez l'impression que le tribunal est incompétent pour juger Manuel Valls. Donc, pour une non-information, vous avez une dépêche. Pour l'information, vous n'aviez pas eu de dépêche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette question est devenue invisible. Et elle est devenue invisible pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable division politique sur ce sujet. Vous n'entendez pas un affrontement, vous n'entendez plus Manuel Valls critiquer Nicolas Sarkozy. Qui le fait aujourd'hui? Même dans le débat public, sans parler uniquement des politiques, combien d'intellectuels interviennent aujourd'hui sur la scène publique pour dénoncer la politique menée à l'égard des Roms? Et pour avoir essayé de faire entendre ces questions, je vois bien aussi que la conséquence, c'est qu'on est moins invité à s'exprimer dans les médias. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une sorte de dépolitisation de cette question. Et c'est cela aussi que nous essayons de décrire. Premièrement, l'effacement d'un clivage droite-gauche. Mais deuxièmement, le fait que, alors que les questions d'immigration, depuis longtemps, sont des questions posées au niveau national, ce que fait l'État à propos des Roms, c'est une sorte de délégation locale.
Alors c'est vrai par le fait que, par exemple, vous l'avez peut-être vu, le préfet à l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis est intervenu récemment dans le débat public pour justifier, et il a été relayé et par Mediapart et par Le Monde, en attendant d'autres, eh bien pour justifier l'expulsion du bidonville des coquetiers en disant que, en fait, l'État fait tout ce qu'il peut et qu'on ne peut rien lui reprocher, qu'en revanche, on pourrait faire des reproches à certaines municipalités comme celle de Bobigny, du moins celle qui n'est plus aujourd'hui aux affaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait en faisant cela? Eh bien, il dit c'est un problème local. L'État intervient pour dire c'est un problème local. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors, ça fait qu'effectivement, quand on entend parler aujourd'hui, c'est soit les préfets, soit les maires, soit au niveau du Conseil général. C'est-à-dire, il y a eu une localisation, c'est pour cela que nous parlons d'une politique municipale de la race. Il y a une sorte de délégation. L'État passe le problème à des municipalités qui ensuite peuvent légitimement dire nous n'avons pas les moyens de gérer ce problème, mais qui néanmoins ne disent plus qu'il y aurait là un problème politique, qui disent que c'est un problème de gestion. Et s'effacent les frontières, là aussi, entre droite et gauche. Mais les municipalités elles-mêmes, elles passent ensuite la responsabilité à d'autres, aux riverains. C'est-à-dire que ce qu'on entend dire constamment, c'est que bien sûr, l'État ne souhaite pas cela, bien sûr, les municipalités ne souhaitent pas cela, mais c'est les gens. Et c'est là qu'on voit revenir la figure du riverain. C'est simplement répondre à une demande. Donc ce mécanisme, c'est ce que nous essayons de décrire dans le livre. Je prends encore peut-être 5 minutes avant de passer la parole à Aurélie pour dire pourquoi cette politique à l'égard des Roms. On a essayé de vous décrire cette politique de la race. Mais on pourrait se dire, après tout, à quoi ça sert de traiter ces gens comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Les Roms dont on parle, ceux des bidonvilles, ceux des squats, c'est entre 15 et 20 000 personnes. Pour ma part, le chiffre que je donne toujours, qui est fictif parce que personne n'en sait rien, c'est 18 000. Et la raison pour laquelle je dis 18 000, c'est parce qu'en France, il y a 36 000 communes. Ça permet de se rendre compte de l'ordre de grandeur, un demi-Rom par commune. C'est intéressant parce que si vous comparez avec ce dont on nous parle à propos d'immigration depuis plus de 30 ans, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'immigration? On nous dit que l'immigration, c'est un problème parce qu'il y en a beaucoup. C'est ce que disait, par exemple, Brice Hortefeux, avec l'humour qui est le sien, lorsqu'il disait « quand il y en a un, ça va, mais… » bon. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire le problème de l'immigration, c'est pas qu'on soit contre les immigrés, c'est qu'on est contre le fait qu'il y en ait beaucoup. Et c'est en gros ce que nous explique le Front National depuis les années 80, c'est que si on compare les chiffres du chômage et les chiffres de l'immigration, eh bien, tout s'explique. Ça, c'est l'argument de la quantité, et c'est comme ça que fonctionne le problème de l'immigration. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Nicolas Sarkozy a lancé la catégorie d'immigration subie. Vous vous rappelez, jusqu'alors, on parlait surtout d'immigration clandestine ou illégale. Mais en 2005, Nicolas Sarkozy, il parle d'immigration subie. Quel est l'avantage de parler d'immigration subie du point de vue de Nicolas Sarkozy? Eh bien, c'est que l'immigration clandestine, les sans-papiers, c'est pas grand monde non plus. Oh, c'est plus que les Roms. Il y a peut-être 200 000, 300 000, 400 000 personnes. Mais pour un pays de 65 millions d'habitants, il est difficile de croire que depuis 30 ans, le principal problème de la France, c'est ce petit groupe. Donc comment on fait pour se dire que si, l'immigration est vraiment un problème considérable? Eh bien, on parle d'immigration subie. Et à ce moment-là, c'est formidable parce qu'on peut inclure des tas de gens qui sont en situation légale, donc qui ne sont pas des clandestins, qui ne sont pas des sans-papiers, mais qui sont là au titre du regroupement familial, qui est un droit, ou bien qui sont là par le mariage, dans les mariages binationaux, ce qui est un droit aussi, ou bien qui sont là pour demander le droit d'asile, ce qui est un droit, etc., etc. Donc, en fait, parler d'immigration subie, c'est formidable, parce que ça permet de dire il y en a beaucoup. C'est ce qu'on nous disait depuis les années 80. Mais quand vous comparez maintenant avec la question Rome, là, vous n'entendez jamais dire qu'il y en a beaucoup. Pourtant, on pourrait dire, par exemple, en s'appuyant sur des chiffres européens, qu'il y en a 400 000 en France. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y en a 400 000? Eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler seulement de ceux qui vivent dans les bidonvilles.
On n'est pas seulement en train de parler des Roumains et des Bulgares, on est en train de parler de gens qui, souvent, sont français, qui peuvent être gens du voyage, et qui, à certains égards, peuvent se définir comme Roms. Donc, si on voulait grossir le problème, on dirait, regardez, l'Europe nous dit qu'il y en a 400 000. Vous croyez qu'il n'y en a que 15 000 ou 20 000, en réalité, il y en a 20 fois plus. Ça, vous ne l'entendez jamais. Pourquoi? Parce que le problème de l'immigration, c'est qu'il y en a trop. Le problème, ou plutôt la question Rome, c'est que même quand il n'y en a pas beaucoup, c'est déjà trop. Il y en a toujours trop, donc on est dans une logique de racisme à l'état pur. Mais pourquoi, et je termine là-dessus, pourquoi, encore une fois, viser les Roms? L'hypothèse que nous proposons, c'est que ça a à voir avec des choix qui sont ceux de l'Europe néolibérale. L'Europe néolibérale, on le sait, s'est construite sur deux piliers depuis quelques années. D'un côté, une politique néolibérale et de l'autre, une politique d'immigration, l'Europe forteresse, qui est l'envers de l'Europe néolibérale. Les Roms, ils font le lien entre les deux. Pourquoi? Parce que les Roms, ce qu'on leur reproche, c'est qu'on ne peut même pas les exploiter. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ne valent rien. Dans un monde de la valeur, où nous sommes jugés parce que nous valons, on nous explique que ces gens-là, sur le marché du travail, c'est pas possible. On nous dit que d'ailleurs, même quand ils mendient, regardez, économiquement, la mendicité, c'est presque rien. Ou bien encore, quand ils volent, on les accuse de quoi? De voler des poules, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous savez bien qu'en France, on est capable de voler beaucoup plus que ça. Donc, en fait, on nous dit que leurs activités économiques, qu'elles soient légales ou qu'elles soient illégales, n'ont aucune valeur, ça ne change rien. Ce sont donc littéralement des vauriens. C'est la raison pour laquelle ils sont traités de la sorte. C'est qu'ils sont considérés comme des déchets et on les fait vivre dans des décharges publiques. Mais en même temps, ils servent à quelque chose. Non pas économiquement, mais politiquement. Ils servent à être rejetés. Et à quoi ça sert de rejeter des gens? Eh bien, ça sert de dire à tout le monde, vous voyez ce qui vous menace. C'est que si vous tombez en dehors d'une utilité économique, ce qui menace beaucoup d'entre nous, eh bien, vous devenez des vauriens. Donc, vous avez bien de la chance de ne pas être des Roms. Vous avez bien de la chance d'être encore utile à quelque chose et de ne pas être bon à jeter. C'est à cela, aujourd'hui, que servent les Roms en France. Ils servent, et c'est là que ça rejoint la politique de la race, à nous dire que nous sommes du bon côté de cette frontière raciale, entre ceux qui sont juste bons à jeter et les autres. Mais c'est une menace qui est un rappel à l'ordre aussi pour tout le monde.